Donc, pour rappel, hein, le format du Lunch and Learn, donc vous êtes autorisé à manger ou boire votre café en même temps que vous écoutez donc nos grands témoins de l'économie circulaire. C'est un temps donc de 45 minutes assez condensé pour explorer un sujet grâce à l'expertise, l'expérience d'acteurs de l'économie circulaire. Donc aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Valérian Fauvel et Stéphane Prudhomme, donc qui travaillent chez HomeCycle. On va découvrir qu'est-ce qu'HomeCycle et comment ça fonctionne. On vous a déjà donné un indice dans le titre, puisque aujourd'hui on va parler d'un sujet qu'on n'a pas encore beaucoup abordé dans les Lunch and Learn, qui est le Product as a Service, donc comme modèle. Donc on va décrypter les modèles et les enjeux justement de ce type d'offre à travers donc l'exemple d'Homcycle et notamment vous, votre sujet et votre offre, elle se développe sur le secteur de l'électroménager. Donc on est en train de récupérer du monde et on va bientôt commencer. Je finis juste de dire un petit mot donc sur la fresque de l'économie circulaire. Donc on est une association qui vise vraiment à promouvoir l'économie circulaire et à sensibiliser le plus grand nombre, autant le grand public que les professionnels. Donc, notre mission, c'est aussi de faire monter en compétence tout le monde sur les enjeux de l'économie circulaire. C'est aussi pour ça qu'on a développé ce format, pour aller un petit peu voir à l'intérieur de ces nouveaux acteurs, de ces nouveaux modèles, qu'est-ce qui se passe, quels sont les enjeux et mieux comprendre les leviers de développement de l'économie circulaire. Et donc, on est vraiment très heureuse de recevoir Valérian et Stéphane pour nous parler de HomeCycle et de ce sujet passionnant qu'on a préparé ensemble. Alors, merci à tous les deux d'être là. On va rentrer dans le vif du sujet et je vais vous laisser vous présenter. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi vous en êtes là aujourd'hui? Pourquoi HomeCycle? Je te laisse démarrer. Je te vois pas, c'est perturbant. Ok, vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Euh, Bonjour tout le monde. Du coup, je suis Valérian, un des cofondateurs derrière HomeCycle, dont on vous parlera un peu plus. Moi, je suis entrepreneur dans l'économie circulaire depuis 5 ans. Je porte HomeCycle, mais aussi un startup studio qui s'appelle Jumanji, dont la mission est de réinventer les modes de vie dans les limites planétaires. Bon, la machine à laver, c'est un truc qui concerne 99% des gens. Donc, on est vraiment dans réinventer la consommation de Madame Tout le monde. Euh, et, euh, et voilà, et avant ça, j'étais investisseur dans des startups à impact en Asie via un fonds. Et voilà. Je vais laisser Stéphane se présenter, puis on parlera d'Homcycle après. Bonjour à tous, merci Elsa pour l'invitation. Donc moi Stéphane, j'ai 15 ans de REX opérationnel et financier en implémentation de modèles d'affaires circulaires et serviciels. En gros, le sujet, c'est comment on organise la circularité produits-matières. Et j'ai un certain track record sur le product as a service que j'ai co-construit et co-développé l'offre de location chez Boulanger de 2012 à 2017, donc ça date un peu. J'ai eu aussi la chance de monter et de piloter la commission économie de la fonctionnalité et de la coopération au sein de RCUP, qui est la Fédération des professionnels du réemploi, commission que j'ai animée pendant 2 ans, 2020-2022. Et puis dans diverses missions de conseil, au vu de mes multiples vies, j'ai toujours travaillé en permanence et en fil rouge sur ces sujets et depuis un an, senior advisor chez HomeCycle. Gros bagage pour tous les deux avec des parcours différents, mais on voit que du coup il y a quand même beaucoup de matière grise derrière HomeCycle. Justement, je pense qu'il en faut de la matière grise pour développer des nouveaux modèles économiques. Aujourd'hui, on va parler donc l'abréviation PAS, Product as a Service, sur l'électroménager. Et donc, rentrons dans le sujet. Quelle est tout simplement votre proposition de valeur chez HomeCycle? Alors, chez HomeCycle, nous, on travaille aujourd'hui uniquement sur le gros électroménager. L'électroménager essentiel.
la machine à laver, le lave-linge, le sèche-linge, le frigo. Et on se posait la question d'ouvrir un aspirateur, etc. Mais on est quand même dans les équipements de la vie essentiels. Et notre proposition de valeur, c'est de changer totalement le rapport à la propriété de ces objets, de ces équipements, en passant dans un paradigme d'abonnement. Donc en fait, au lieu d'acheter une machine, de la posséder et d'avoir d'être aussi propriétaire de toutes les galères qui vont avec, à savoir bah, fin de garantie de 2 ans, comment je dois me débrouiller pour bah, la réparer s'il y a une panne. Pendant toute la durée de vie, comment je fais en fait pour est-ce qu'il y a des entretiens à faire, j'en sais rien. Si mes besoins changent, la famille s'agrandit, divorce, je ne sais quoi, comment sans bêtement l'acheter. Comment j'ai une solution de flexibilité pour bah, m'équiper autrement. Et donc en passant sur ce paradigme de l'équipement, notre proposition de l'équipement de l'abonnement, pardon, notre proposition de valeur, en fait, elle est de rassurer, simplifier, euh, flexibiliser l'accès sans être plus cher. Euh, et, euh, et comme on ne peut pas se contenter de simplement regarder, enfin, de créer un peu une offre marketing pour les gens, l'économie circulaire, ça se limite pas à juste une offre marketing de location. Mais pour vraiment changer les choses, il faut réfléchir sur toute la chaîne de valeur. Notre approche, elle est aussi d'avoir une proposition de valeur pour les fabricants. Donc en fait, nous, on n'est pas un distributeur. On permet aux fabricants en fait de rentrer à pieds joints dans l'économie de la fonctionnalité. Et donc on travaille avec eux pour que en fait, ils nous louent aussi à nous les produits. Et donc ils rentrent dans un business model qui fait que bah, globalement, plus leurs machines durent, plus elles sont de qualité, plus elles sont robustes, plus eux gagnent d'argent. Et ça, c'est hyper important parce que bah, quand on déroule la réflexion un peu systémique, ça fait que ben, euh, on permet aux industriels de connaître leurs clients, mieux comprendre les usages, mieux valoriser la durabilité de leurs produits, et puis peut-être même un jour commencer à éco-concevoir pour encore plus valider ce modèle d'affaires. Donc voilà comment je résumerai un peu des deux côtés notre proposition de valeur. C'est intéressant parce qu'on voit déjà que là, il n'y a pas qu'un seul bénéficiaire de cette offre. C'est pas qu'une offre à destination des usagers, c'est aussi une offre à destination peut-être des fabricants, des parties prenantes de la chaîne de valeur amont. On y revient un peu plus tard, mais je t'ai entendu dire qu'on est sur un modèle d'abonnement. Euh, Ça vaudrait peut-être le coup qu'on clarifie un petit peu tous ces différents modèles qui rentrent dans la galaxie de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. On connaît pas mal les modèles avec partage d'objets. Là, sur une machine à laver, c'est difficile d'envisager le partage. Du coup, C'est t'as... pour 2040. Voilà. On a le modèle des plateformes en tête qui fonctionnent justement sur de l'accès par des abonnements. Est-ce que voilà, tu peux essayer de nous définir un peu plus là, vous, comment vous vous situez dans ce panorama de tous ces services d'économie, enfin tous ces modèles d'économie de la fonctionnalité et de la coopération? Ouais, je vais donner la parole à Stéphane, parce que c'est quand même, à mon sens, en France, la personne la plus calée sur la vision macro du sujet. Bah, en Et fait, oui, Valérie, j'ai vu ton commentaire, moi je vais répondre. Ouais, on prendra de toute manière toutes Ouais. les questions après. Après, si vous voulez réagir en live, why not? Mais on prendra les questions après. l'essence même d'un modèle d'économie de la fonctionnalité et de la coopération, c'est de vendre avant tout de la performance d'usage, peu importe le secteur d'activité. Euh, Ça marche sur du secteur tertiaire, ça marche sur ça peut potentiellement marcher sur des intrants chimiques, agroalimentaires, etc. Ce qui va définir le product as a service, qui est en quelque sorte juste une autre appellation, une émanation de l'EFC, c'est que ça va être centré
sur un équipement, un bien d'équipement. Donc, par exemple, des biens d'équipement dits industriels. Donc, on voit effectivement un développement, une certaine forme de maturité dans le B2B. On parle d'offres d'énergie as a service, de chaleur as a service. Sur les revêtements de sol, on va avoir des gens qui vont proposer du floor as a service sur tout ce qui va être moquette, etc. Bon, voilà. Donc, l'idée, c'est bien, à un moment donné, ne plus vendre une machine à laver. Ce que l'on vend, effectivement, c'est la certitude de pouvoir porter un linge propre en toutes circonstances. Et donc, ça implique une dette qui est beaucoup plus forte que dans le cadre de l'économie linéaire. Dans l'économie linéaire, souvent, ce qu'on dit, c'est que l'histoire s'arrête une fois qu'on est passé en caisse. Dans le cadre du product as a service, de l'économie de l'usage ou de l'économie de la fonctionnalité de la coopération, peu importe le terme qu'on va utiliser, ça dépendra des gens et des audiences. Mais l'histoire commence. Et donc, cette dette, elle est permanente. Et donc, l'objectif, c'est bien à un moment donné de mettre à la disposition en fait de l'utilisateur un produit le plus robuste possible, économe en énergie, enfin, bref, qui va délivrer une vraie performance. D'adosser à ça un service qui va lui faciliter la vie, c'est ce qu'expliquait en fait tout à l'heure Valérian, c'est qu'on n'a pas tous certes la même expérience de la propriété, mais en général, sur ce type de produit, on a des irritants quand il y a une panne. Et quand on les a vécus une fois, deux fois, trois fois, c'est plutôt confort et tranquillisant de s'adosser sur un service. Mais ce service, comme il est au service de la rentabilité économique du modèle, puisque moins il y a de panne et plus c'est rentable, dans toute cette phase d'accompagnement, il faut aussi que ce service soit indolore pour le client. Il n'y a pas de raison à un moment donné que ce soit le client en fait qui paye pour un service qui va permettre à l'entreprise de gagner plus d'argent. Et donc c'est ça en fait le modèle de l'économie de la fonctionnalité, c'est qu'on va se baser effectivement sur cette démarche de performance, d'usage, et faire en sorte que l'ensemble des parties prenantes qui coopèrent, y compris le client, ben, puissent s'y retrouver d'un point de vue financier. Et pas que, parce qu'il y a aussi des externalités positives. On le verra plus tard, surtout tous les enjeux environnementaux, mais aussi sociaux, parce qu'il y a des créations d'emplois non délocalisables, etc. Et Justement, sur la partie, ouais, je peux répondre aussi à la vas-y, question parce vas-y, je que t'en prie. sur comment on se place, nous, entre le partage, l'économie du partage, l'économie de la fonctionnalité, etc. Nous, chez Jumanji, on a quand même regardé plein de modèles différents de justement de partage à la je partage ma perceuse à la location, l'abonnement. Et moi, plus je creuse une industrie, plus je m'aperçois qu'en fait, le modèle économique à mettre en œuvre, il est hyper dépendant du type de produit, du type d'usage de ce produit, et sur des trucs hyper concrets, du genre, en fait, une machine à laver, c'est un truc qui fait 60 kilos. Tout le monde sait que si elle est trop déplacée, elle perd de la valeur. La logistique dans cette donc de livraison, d'installation, de récupération, ça pèse, c'est 40% des coûts, c'est presque plus cher que la machine à fabriquer elle-même. Et donc il fallait pour cette industrie, pour ce besoin, voilà, ajuster les curseurs de l'offre en fonction. Donc par exemple, on est nous sur des locations très longues. Et on ne va pas pousser des locations courtes parce que le business model ne marche pas. Sur un smartphone, à la rigueur, qu'on peut renvoyer par la poste facilement, on peut designer des modèles un petit peu différents. Sur une perceuse qui a un usage une fois de temps en temps, c'est encore une autre réflexion. La machine, c'est vraiment un truc, ou le frigo, c'est un truc qui est chez les gens. Et je pense qu'il y a besoin de spécialiser le business model en fonction. C'est pas évident, mais au début, on se dit, ah bah, la location, c'est cool. En fait, c'est un truc de spécialiste quand même. Hmm. Ouais, et puis pour compléter, donc de toute façon, dans le business model, il y a aussi le sujet de la couverture servicielle. Tout n'est pas sujet à intégrer un accompagnement au long cours. Donc, dès lors que tu es sur un asset, enfin un produit comme la machine à laver et que tu considères qu'il faut que ça reste le plus longtemps possible chez le client, à toi de faire en sorte effectivement de bien l'accompagner et de mettre en face le service qui va permettre d'allonger la durée de vie du produit. Donc, Je, je sinon, rebondis. intégrer des services dans de la courte durée, si tu veux, ça a du sens, c'est pas la question, c'est juste que derrière, en face, t'as pas le modèle économique. Je rebondis sur deux choses que vous venez de dire. Donc, on est vraiment cet ajout de la couverture servicielle dont vous parlez, qui est une proposition de valeur très forte hein, dans les modèles de performance. Par contre, je vais mettre un peu les pieds dans le plat, mais t'as parlé aussi, Stéphane, du fait que les clients devaient se retrouver financièrement aussi dans l'opération. Et là, aujourd'hui, l'offre d'HomeCycle, si on va sur votre site,
si on fait un petit calcul, on peut aussi se dire que ça coûte vraiment plus cher que d'acheter une machine neuve qu'on va amortir sur 10 ans, même si elle est de qualité. Du coup, est-ce qu'on peut faire un peu un point avec vous sur justement pourquoi on en est là, pourquoi ça coûte cher aujourd'hui? Vous êtes en train d'innover hein, sur un nouveau modèle. Est-ce que vous pouvez nous partager un peu vos réflexions et peut-être la trajectoire aussi que vous avez envie de dessiner avec votre projet? Ouais. Je sais pas, Val, enfin, Vas-y, vas-y. T'y vas ou j'y vais? Ouais, non, non, vas-y, vas-y. Non, mais tu as raison, mais en fait, il y a une différence entre le modèle qu'on a lancé il y a maintenant 2 ans et c'était en partenariat avec Brandt. Bon, vous connaissez aussi l'actualité de Brandt et ce qu'on est en train de construire en fait en arrière-plan depuis quelques mois qui correspond en fait à une vision cible et une organisation qui en découle, quoi. Nous, notre vision, elle a toujours été claire. Euh, c'est de développer une solution qui va permettre aux industriels de trouver des leviers de rentabilité qui vont être décorrélés des volumes de production. Et pour ça, le but, c'est bien de mettre de l'usage et la circularité au cœur du modèle, quoi. Et tu l'as dit, pour le client, de profiter d'un bon produit avec une bonne couverture servicielle, le tout à un prix qui est aussi compétitif que l'achat, mais avec un service qui va être premium. Donc, le truc, c'est qu'entre ta vision et ton exécution, il y a deux temporalités. Mm. C'est-à-dire que quand tu lances une nouvelle offre avec une startup, tu as besoin d'aller vite et en plus, tu es en train de la travailler en coopération avec un industriel qui n'a pas du tout les mêmes contraintes que toi. Des contraintes logistiques, des contraintes comptables, des contraintes opérationnelles, des contraintes financières. Et cet industriel, il n'a pas du tout la même agilité en tant que startup que toi en tant que startup. Et pour autant, tu dois avancer, quoi. Donc, quand tu te lances, en fait, tu dois accepter en démarrage de dégrader, en fait, dégrader ta promesse pour y aller, quoi. Tu vois. Et l'idée derrière, en fait, c'est avec ton premier industriel, ton premier partenaire, c'est d'itérer pour faire des convictions en fait sur le modèle. Donc ces 2 premières années, c'est une phase d'itération plus plus parce que bien évidemment, on a Mm. contractualisé avec un certain nombre de clients, mais derrière, c'est obtenir des réponses à des questions pour lesquelles t'as pas les éléments de réponse en démarrage, quoi. T'as des convictions, mais tu as besoin en fait de les affiner. C'est quoi les critères de sélection de ton produit? C'est quoi justement la couverture servicielle que tu vas adosser et jusqu'où tu peux aller, sur quel pricing? Quels sont tes partenaires que tu vas aller sourcer en externe ou comment tu bosses en partenariat en fait avec l'industriel? Enfin, qui fait quoi? Le réglage en fait, si tu veux, des curseurs. Et d'ailleurs, ce réglage des curseurs, ça implique aussi effectivement le réglage des partages de revenus. Et puis, c'est quoi la typologie de client à laquelle tu vas te confronter en fait en termes d'adhésion, quoi. Donc, l'arrêt un peu brutal du partenariat avec Brandt, finalement, pour nous, ça a été aussi l'opportunité en fait de dire, OK, on va pouvoir se poser, prendre du recul sur tout cet apprentissage et reclarifier en fait, si tu veux, une organisation par rapport à la vision cible qui, elle, a toujours été la même, quoi. Et donc Mm. là, ce qu'on est en train de construire en arrière-plan, en discutant en fait avec les COMEX d'un certain nombre d'industriels qui sont des gros industriels, des gros metteurs sur le marché, si tu veux, c'est une phase de coopération et d'organisation, mais qui match mais pleinement à l'ADN premier en fait de il y a 2 ans, 2 ans et demi en fait quand on a construit l'offre. Ce qui explique, si tu veux, un décalage entre ce que tu peux voir là, à l'heure actuelle, et ce qu'on va avoir en fait incessamment sous peu quand on aura signé nos futurs partenariats. Donc, ce que je comprends, c'est que là, ce qu'on voit sur l'offre telle qu'elle est présentée sur votre site, par exemple, c'est une offre qui est assez tournée B2C. Mais là, ce que tu es en train de nous expliquer, c'est que tout la profondeur de l'iceberg, en fait, c'est sur votre travail que vous faites plutôt avec une offre de service aussi pour les fabricants. Et donc, vos deux cibles, en fait, c'est à la fois les usagers, mais aussi les fabricants. En fait, ça a toujours été un modèle B2B2C. Ok. Dès le départ, on n'a jamais porté le stock, y compris effectivement en fait dans le partenariat avec Brandt. Ce qui est en train de changer, c'est plutôt la façon de le faire, tu vois. Parce qu'on a itéré, qu'on a la capacité de régler les curseurs en fait différemment. Donc c'est sujet d'organisation, de clarification et de partage des rôles, donc de partage du revenu. Tu as un sujet d'intégration de cette couche servicielle, jusqu'où on va, la maintenance, l'entretien, l'aide à l'utilisation, qui sont des sujets d'excellence opérationnelle. Et c'est cette excellence opérationnelle qui permet d'optimiser les revenus sur la durée. Puis après, tu as un sujet de temporalité, c'est-à-dire la durée en fait de ces offres de location, ou comment on fait à un moment donné pour que la machine à laver reste le plus longtemps
possible chez le client. Et ça, c'est un sujet de maximisation des revenus. Donc, c'est surtout la façon de faire qui est en train de changer. Mais le modèle B2B2C a toujours été au cœur. Par contre, comment on règle les curseurs et les niveaux en fait d'exécution en termes de opérationnels qui sont en train d'être affinés. Donc Il là, y vous a êtes... quand même, Oui. moi je veux bien, parce que, enfin, pour ajouter un prisme, mettons financier à ça, parce que moi je suis financier au départ. Euh, et c'est une manière de penser qui est bien ancrée chez pas mal de gens et qui fout le bordel souvent. Là, en fait, un équipement qui est fait pour durer 10 ans, euh, le problème quand on le met, ou 20 ans, le problème quand on le met en location, c'est qui finance quand même. Et donc la finance est au cœur du réacteur de faire marcher cette économie. Comment tu rassures un financier? Et bah tu dérisques. Donc tu prouves que il y a des clients qui sont prêts à le faire. Donc on a commencé par ça. Et puis ensuite tu as des stats sur les pannes. Et puis tu commences à avoir des stats sur les erreurs, les problèmes de paiement, de non-paiement, etc. Donc petit à petit tu dérisques et tu prouves que c'est possible. Quand tu fais ça, tu peux commencer à te dire ok, tu peux commencer à projeter sur le temps plus long mon ROI et donc je peux baisser mes prix. Parce que une machine de qualité aujourd'hui, de bonne qualité, ça coûte 300 balles à fabriquer, max, fabriqué, livré en France. Sortie d'usine, hein, on parle. Sortie d'usine, ouais. Et ça dure 10 ans. Donc on est sur 2 euros par mois, quoi. Et donc après, comment on fait en sorte que bah, le financier, il n'ait pas besoin de récupérer tout son argent en 2 ans. Ça peut être 3 ans, 4 ans. Donc, comment on met tout en œuvre pour des maintenant, mais la machine, elle va vivre 10 ans, peut-être 15, parce on met de la maintenance préventive en place, etc. Et donc, tout ça, ça se fait vraiment pas en un jour. Et donc, les 2 premières années avec Brandt, au départ, on arrivait à louer des super machines à 15 euros par mois. Ouais, c'était plus cher que la machine achetée. Enfin, c'est sur 5 ans, c'était à peu près le même prix que la machine achetée. Sur 10 ans, bah oui, ça devenait un peu plus cher. Et ensuite, on a itéré sur le pricing dégressif pour que les gens, pour rembourser plus vite le capital. Et puis ensuite, que les gens, voilà, donc il y a plein, plein, plein de curseurs. Et là, on est en train de passer un peu avec la V2, dont parle Stéphane, dans un paradigme où on équilibre sur 5 ans, alors qu'on était plus sur 3-4 dans les pricing. Euh, et ça, c'est possible aujourd'hui d'avoir ces discussions avec les industriels et les financiers, parce que bah, on a tout cet historique derrière nous. Et voilà, bah, je voulais juste partager ça. En fait, quand même, dans le Non, mais product as a service, la finance est clé, ouais. c'est hyper intéressant. Juste en complément, il y a une notion d'équilibre. Donc, ce que tu expliquais, c'est qu'avant, on était sur des notions de break à 2, 3 ans. Là, on est plus sur 5 ans, mais après, il y a une différence entre le break, l'équilibre, et après, comment en fait j'augmente le taux de rentabilité et je fais en sorte que la machine dure pas 5 ans, mais qu'elle reste 10 voire 15 ans en fait chez l'utilisateur. Et donc, oui, il y a toute cette phase d'itération où à un moment donné, bah oui, enfin, je trouve que la façon dont tu le présentes, c'est très bien. On dérisque au fil de l'eau et à un moment donné, on a suffisamment d'éléments pour dire, OK, la V2 peut rentrer en ligne de compte, quoi. Donc là, justement, qu'on comprenne bien, donc la V2, je me fais un peu le relais d'une question qui est dans le chat aussi, c'est quelque chose qu'on avait évoqué quand on avait préparé le call ensemble, c'est que vous êtes très bien conscient aussi que vous vous insérez dans un écosystème qui est déjà constitué d'acteurs bah, qui sont bien installés. Et donc, il faut trouver justement ce maillon de complémentarité et de services que vous allez apporter. Que nous, on parle souvent de partenaires de circularité sur la gestion du cycle de vie aussi du produit dans son intégralité, donc avec bah, toutes les données, tu le disais, avec la collecte des données sur l'usage, sur l'entretien, sur l'aide à l'entretien, mais aussi peut-être sur la collecte de pièces détachées, les remontées d'informations sur l'éco-conception, etc. Donc, est-ce que on a compris qu'avec Brand, ça avait été une première V1 de tout ça, de préfiguration. Là, la V2, en gros, à quoi ça pourrait ressembler et comment vous allez travailler avec cet écosystème qui est déjà là? Sachant que le taux de rotation des machines à laver, il est assez faible. Ouais, ce qui est une bonne nouvelle. Par contre, comme enfin, c'est un marché de remplacement, il y a quand même 2,5 millions de machines neuves en France. Donc il y a de quoi faire de la place pour. Oui, et c'est Euh, 14, en moyenne, c'est 14 à 15 millions en fait de machines à laver qui sont vendues en fait tous les ans sur un gros marché en fait, électro, 15 millions. de gros Gros électro- électro. Ouais, juste sur un lave-linge, marché. c'est 2,5.
sur un marché certes effectivement de saturation avec 97% des gens qui sont équipés sur les machines à laver, mais donc il y a de toute façon toujours des produits de sortie usine et qui sont sur le marché. Et Et du coup, après, j'ai c'est perdu des la dynamiques. question. Allez, vas-y. Ah, mais j'ai oublié la question. Ouais, bah, du coup, ouais, j'allais rebondir sur la question. C'est quand même, bon, encore une fois, c'est une industrie particulière, le gros électroménager. Et c'est une industrie particulière, en plus, qui a ses particularités en France. Globalement, bon, bah, de toute façon, là, depuis il y a pas longtemps, il n'y a plus une boîte, à part un petit acteur qui s'appelle Dantec en France, qui fabrique localement. On sait plus, on sait plus faire de l'électroménager en local. Euh, et donc 100% ou presque de la vente se fait par des distributeurs. Donc c'est des logiques de tous les ans, il y a grosse négo entre Boulanger Darty et les autres et tous les indus. Et c'est des négos, voilà, et ça crée des distorsions de prix d'une génération à une autre de machines qui sont en fait les mêmes avec très peu d'innovation d'une génération à l'autre depuis des années. Tu as des distorsions de prix qui sont délirantes. Ouais, une Et volatilité. donc, c'est ouf, hein, une machine à 700 balles aujourd'hui, dans un an, la même, elle coûte, Ouais, elle est à moins 40%, et un Black ouais, je veux Friday, dire, ça, en c'est moyenne, du c'est délire. sur les ce qu'on appelle produits Q3, Q4, c'est le truc troisième, quatrième quartile, donc plus on monte en gamme, c'est à peu près 60% de marge pour un distributeur les 6 premiers mois. Les 6 mois suivants, c'est 40, et puis après, au bout d'un an, c'est à peine 20, quoi. Donc ça montre bien cette volatilité. Et du coup, il y a de la place quand même. Et donc, enfin, ce marché fait en sorte que, globalement, les industriels, les fabricants sont assez aveugles, en fait, sur leurs clients, l'utilisation de leurs machines, voilà, et sont assez friands, finalement, de, ah bah tiens, ouais, c'est intéressant, nous, nos machines, elles sont plus durables, et il y a un business model qui nous permet de valoriser encore mieux nos machines qui durent, de faire remonter de la data. Donc là, on est intéressant pour eux. Et puis de l'autre côté, bon, bah là, l'innovation sur l'offre, des clients qui disent, ah bah ouais, c'est vrai que là, ma machine Whirlpool, elle a pété au bout de 3 ans, ça m'a coûté les 240 € la répa. Bon, en fait, j'en ai racheté une autre. Et donc là, ils disent, bon, bah, moi, j'aurais plus jamais à vivre ça. Et comme c'est un marché de renouvellement, la plupart des gens qui rachètent une machine, en fait, ils ont une panne. Donc, ils ont vécu ça. Et donc, nous, voilà, on s'intègre un peu là-dedans avec une logique, donc là, qui est un peu notre innovation, presque notre pari là-dedans, c'est que la finance ne doit pas tout driver. Et donc, bah, qu'il faut être ambitieux sur les ROI pour pouvoir avoir des prix qui font sens pour les fabricants et qui font sens pour les utilisateurs. Et puis là, c'est là qu'on verra si, si tout le monde nous suit et à quelle échelle. Parce qu'aujourd'hui, aller convaincre un Indus gros de tester avec ce qu'on avait fait avec Brandt, hein, 1000 machines, 2000, 5000, c'est une chose. Mais quand demain, ça devient 20% de leur CA, là, on parle de centaines de millions d'euros à financer. Donc ça, ce Ouais. sera le, ce sera le L'immobilisation step du d'après. stock, peu importe ta position dans la chaîne des valeurs, est toujours un sujet. Mais oui, alors du coup, juste peut-être pour paraphraser et complémenter ce que vient de dire Val, mais en fait, bon, déjà, il faut savoir qu'aujourd'hui, en fait, les industriels avec lesquels on parle, ils nous voient en fait comme un terrain d'exploration. Donc voilà, de toute façon, Val vient de le dire, on parle de 1000, 2000 unités, pour eux, c'est une paille, pour nous, c'est beaucoup. Après, ce sera un autre sujet, effectivement, si jamais demain, il y a une vraie bascule de marché. Ensuite, ce sont quand même aussi des industriels qui, depuis 2, 3 ans, ont ouvert des BU direct to consumer. Donc, ont cette volonté de toute façon, en fait, aussi d'aller adresser le marché, pas dans des grosses proportions, mais en tout cas, d'adresser en direct sans pour autant toujours passer par le distributeur. Pourquoi on les intéresse? Parce qu'on arrive avec une solution qui leur permet d'augmenter le taux de pénétration sur ces fameux produits à haute valeur ajoutée. Donc, des produits économes en énergie, des produits qui sont plus robustes, plus durables, et sur lesquels, de toute façon, leur marge brute en sortie d'usine est plus importante que sur le bas de gamme. Donc ça, c'est un premier élément. Ce qui les intéresse, c'est que dans notre modèle, notre approche, ils peuvent collecter en continu de la data sur tout le cycle d'usage. Donc, je parle bien de data produit. C'est ce qui permet pour eux, à un moment donné, effectivement, de mieux penser la conception, l'utilisation et la fin de vie du produit dès la R&D. Donc, travailler sur des logiques de robustesse, de modularité, etc. Ils
Ils sont en capacité aussi d'avoir des clusters de données socio-démo-comportementales qui vont le permettre d'optimiser les besoins et les usages. Il faut quand même avoir en tête qu'aujourd'hui, c'est un sujet sur lequel ils sont quand même un peu à poil, hein. C'est des données en fait qui sont stratégiques, qui sont détenues en fait par les distributeurs. Et puis, si le modèle est bien pensé, bien fait et qu'on tire sur la durée, on a toujours ce niveau de rentabilité, ce qu'on appelle les TRI, qui sont minimum 3 fois supérieurs au linéaire. Et ça, c'est sans prendre en compte toutes les économies que l'on peut faire par la constitution des banques de matériaux, c'est-à-dire un stock de pièces détachées ou un stock de flux, un stock de matière qui, par des jeux de flux de remanufacturing, va pouvoir optimiser les coûts de production. Donc c'est ça en fait qui les intéresse à ce stade aujourd'hui d'un point de vue expérimental. Ok. Eh ben, je pense que c'était une bonne manière de comprendre aussi les intérêts pour des industriels. Ça fait écho avec pas mal de questions qui ont été posées là dans le chat justement sur quelle place pour un acteur sur un cycle dans cet écosystème. Si vous êtes OK, on peut prendre quelques questions qui vont permettre d'approfondir Volontiers, quelques Elsa. points. Ouais. Ça marche. Euh, Peut-être commencer par les questions qui concernent les clients. Il y a eu en gros trois questions qui remontent là-dessus. C'est quelle typologie de client vous adressez? En gros, qui est votre client final? Comment éviter, avec ces approches d'abonnement, une dépendance des ménages modestes à ce genre d'abonnement? Et quels sont les freins et comment les lever pour convaincre l'utilisateur d'aller vers ce type de modèle? Ça fait trois questions en un, mais Ouais, c'est c'est sûr. 3 questions en une en fait finalement. Val, si t'es OK, si je peux répondre. En fait, c'est le truc, c'est qu'en fait, qui est susceptible de louer une machine? En fait, dans l'absolu, on pourrait considérer que tout le monde. Maintenant, ce qui va faire que le marché va switcher, c'est la capacité, toujours à un moment donné, d'avoir un bon produit et un bon service à un prix qui est compétitif. En faisant une analogie avec les innovations de rupture type Spotify, Netflix, etc. Attention, hein, je dis pas que le modèle de product as a service c'est une économie de plateforme, c'est pas la même chose, mais je me permets ce pas de côté, c'est que ce sont en fait des innovations qui à un moment donné ont identifié différents pain points sur une chaîne de la valeur, ont trouvé, ont inventé des solutions qui vont réinventer l'expérience client, réinventer des règles économiques et à partir de là, réussir à rendre un service à un coût accessible. Et à Alors, je suis partir du moment où d'accord ça, avec toi, mais je pense que ça, on parle de changement sociétal par rapport à la consommation, mais ça, c'est pas dans les années qui viennent. Enfin, tu vois, enfin, en tout cas, c'est ma perception, c'est qu'on ne parle pas de aujourd'hui, demain et dans 3 ans. Peut-être que dans 10 ans, on repensera notre rapport à la consommation, mais à très court terme, qui est-ce qui achète? Moi, je me souviens d'une discussion mais, avec Valérian qui remonte à il y a 2 ans et qui me disait, on est super étonnés, on pensait qu'on allait avoir que des écolos bobos parisiens qui nous achètent nos machines. mais Et en fait, c'est pour ça que on c'est a... exactement ce que j'allais dire. J'ai juste Ouais. pas pu aller au bout de mon raisonnement. Pardon, excuse-moi, Et vas-y. donc en fait, ce que je voulais dire, c'est que et c'est donc en fait à partir du moment où tu opères en fait ce changement, et c'est pas un changement sociétal, on parle bien d'un changement de modèle économique. En fait, si tu veux, les adoptions sont beaucoup plus rapides et massives. Et donc, en fait, dans l'absolu, qui consomme une machine à laver? Tout le monde. Ok. Mm. Donc, tout le monde est concerné. Donc, en fait, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on a un frein, une difficulté de pénétration? Parce qu'on n'a pas encore, à un moment donné, craqué le modèle économique pour le rendre, en fait, accessible d'un point de vue économique. Mm. Donc, au premier abord, tu pourrais te dire, en fait, tu as différentes typologies de clients. Tu vas avoir les gens qui vont venir pour des convictions environnementales. Effectivement, c'était peut-être, moi, j'étais pas là à la genèse d'Upcycle, c'était peut-être l'idée de départ qu'on avait, et vraisemblablement, c'est pas nécessairement le cas, mais tu as des gens qui vont venir pour du service parce qu'ils ont vécu des expériences SAV qui étaient traumatisantes avec un maximum d'irritants et que du coup, ils ne veulent plus avoir à le vivre. Et puis, tu as des gens qui vont venir aussi pour des questions de prix. Parce que sortir 1200 balles ou 1000 balles pour acheter une machine robuste type miel, même si on dit j'ai pas les moyens d'acheter pas cher, bah, à un moment, il faut les sortir et je préfère prioriser mon budget différemment. Et puis, tu as des gens qui vont venir pour l'intégralité en fait de ces sujets. Donc, c'est ça qui fait la spécificité et la magie de ce modèle. C'est qu'en fonction de ta motivation, tes leviers d'adhésion, tu vas toujours trouver à un moment donné quelque chose qui va rentrer en ligne de compte de façon plus prioritaire qu'autre chose. Mais pour que ça marche, à un moment donné, il faut qu'il y ait une accessibilité prix.
c'est toujours pareil. C'est clair. Sinon, si c'est trop cher et que tu as un super service de dingue, mais c'est trop cher, tu vas être en capacité de répondre uniquement à une proportion très faible en fait de clients. Et si jamais tu baisses le prix sans avoir la couverture servicielle, tu vas avoir en fait que les gens qui vont venir pour des questions économiques. Et derrière, c'est toi, la rentabilité de ton modèle économique qui va en pâtir parce que tu vas pas mettre en place le service qui va faire que ta machine dure longtemps. Donc l'objectif, c'est bien de trouver en fait l'équilibre pour répondre en fait à tout le monde. Et derrière, dans cet équilibre, c'est surtout effectivement l'accessibilité prix qui permet en fait de faire le switch. Il y a une question aussi sur les types de clients. Peut-être que vous avez exploré aussi toutes les pistes liées aux habitats partagés, aux bailleurs. Ça se fait beaucoup dans d'autres pays, hein, d'avoir des laveries collectives. Est-ce que ça, c'est un axe de développement ou pas du tout chez vous? Ah non, alors a priori, laverie collective, non. Mm. Pourquoi? C'est trop bien. Si vous, enfin, faut le faire, mais c'est pas le même matos. C'est pas le même, c'est pas les mêmes électros. C'est souvent, c'est du pro fabriqué par d'autres. C'est aussi souvent de plus en plus connecté. Il y a des gens qui font ça bien. Partout où c'est possible, il faut que ça arrive. C'est beaucoup plus malin d'avoir une machine pour 10 apparts qu'une machine par appart. Voilà, c'est juste un autre métier. En France, c'est pas comme ça, ouais. En France, c'est si. Alors, il y a plus en plus, Peu. de plus en plus dans les résidences étudiantes, Ouais. etc. Il y a une super boîte qui Mm. fait ça. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est malin. Mm. Nous, on a été Les biens en sollicités commun plus ou par des non? gens. Non, non, c'est Ah pas ouais, bien bon. Non, non, mais c'est non, pas il y en bien. a Non. d'autres qui sont Ok. fabricants de laverie, quoi, mais pas public. Ouais. Euh, et on a été approché plus par des co-living Ouais. pour opérer parce que bah, dans leur cas, donc si c'est des clients, la flemme de gérer les pannes, quoi. Et Ouais. donc ils savent pas Mm. qui appeler, et puis un coup, il y a le gestionnaire qui a appelé, qui a acheté sur Darty, et puis en fait on lui dit ah Ouais. bah non, mais en fait vous n'êtes pas un B2C, donc en fait on va pas vous le réparer, et puis bon bref, donc il y avoir une espèce de d'offre. Ça marche bien. Nous, on l'avait tenté de l'opérer en fait à l'époque chez Boulanger Location sur l'hospitality et sur les réseaux de crèches. Oui, non, mais je confirme pleinement ce que dit Valérian. C'est pas les mêmes bécanes, c'est pas les mêmes process, c'est pas les mêmes métiers. Et donc, il y a un moment donné, il faut faire des choix, quoi. Mm. Il y a une autre question intéressante sur le type de data que vous récupérez sur la durée d'usage du produit et justement qui ça peut intéresser. Je me souviens qu'on avait parlé des éco-organismes qui potentiellement pourraient être intéressés par des data sur la conception, sur les usages. Bah, le Bah, principal ouais. intéressé, c'est surtout l'industriel, quand même, même si effectivement l'éco-organisme est en capacité aussi d'aller financer la R&D. Euh, mais voilà, donc c'est plutôt tu récupères de la data sur les actes d'entretien. En fait, l'idée, c'est à un moment donné aussi de se corréler à la réglementation du passeport produit. C'est un peu comme la bagnole. Euh, Dans la bagnole, à un moment donné, à chaque fois qu'on fait un entretien, c'est notifié en fait dans un carnet. Alors la finalité n'est pas la même, c'est juste que bah, si j'ai fait tous mes éléments d'entretien, derrière quand je vais la revendre, potentiellement j'ai une meilleure valeur. Nous, en fait, l'idée c'est de récupérer toute cette data à un moment donné pour mieux penser en fait la fin de vie dès le départ. Donc on alimente la R&D de côté distributeur, quoi. Pour ça, en fait, le truc c'est qu'on a besoin en fait on a besoin, enfin le facteur X est déterminant, c'est quand même en fait l'utilisateur. C'est-à-dire que nous, il y a des choses qu'on est en capacité d'opérer. Une maintenance préventive annuelle, ça c'est quelque chose qu'on peut faire en fait à distance. Et donc voilà, ok, la maintenance a été faite, on a fait le check-up, on a telle information qui va rentrer dans le passeport produit. Après, sur les actes d'entretien et sur la bonne utilisation, euh, dans le meilleur des mondes, ça serait super de faire passer quelqu'un X fois par an en fait au domicile du client, mais on en revient au sujet du modèle économique, quoi. À un moment donné, ça va coûter très cher, quoi. Donc tout le sujet, c'est comment en fait on responsabilise l'utilisateur dans l'entretien et la bonne utilisation de son produit. Et comment on le responsabilise, comment on l'anime, comment on contrôle que c'est fait, et quand on s'assure que c'est fait, comment on le récompense. Parce que tout à l'heure, tu vois, on parlait de partage de revenus. C'est un partage de revenus en fait sur l'intégralité de la chaîne de valeur. C'est pas exclusivement un partage de revenus entre l'industriel, Homecycle, éventuellement le logisticien, le mec qui gère le réemploi. Dans la chaîne de valeur, tu as aussi l'utilisateur. Et donc, bah, cette notion de récompense, elle est essentielle parce qu'on a besoin de lui. Donc, à partir du moment où il fait un acte d'entretien, de bonne utilisation qui va permettre d'allonger la durée de vie du produit et faire en sorte que l'industriel, l'opérateur de serre, enfin côté économie, ça gagne plus d'argent,
bah, il y a un moment donné, c'est normal de lui rétrocéder. Donc, il y a plein de façons de gamification et d'incentive à imaginer. On est en plein dessus dans la modélisation. Mais sans l'implication pleine et entière de l'utilisateur, c'est compliqué. Et sans rémunération, rétrocession de l'utilisateur, difficile de l'impliquer. Donc, il y a cette notion en fait comportementale qui est essentielle. Et ouais, moi je dirais juste là-dessus, la question est bonne, c'est-à-dire que ouais, vous avez pigé que quand on fait de la location, théoriquement, on peut récupérer 100% de la data. Et ça, c'est cool. Après, la question, c'est comment on la valorise dans le modèle. Et ça, c'est inventé. Il y a une question sur comment vous récupérez la data. Si je me souviens, c'est juste que les machines sont de plus en plus connectées et peuvent collecter de la data avec des remontées d'informations. Il y a plein d'autres data. Il y en Le a type plein de d'autres. clients, les types de clients, où ils habitent, plutôt urbain, plutôt rural, leurs revenus. Il faut savoir que le métier de location, nous, on a 3 mois de détails financiers du compte en banque des gens. On a plein d'infos avant même de penser à la machine connectée. Oui, oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la donnée, les clusters de données socio-démo-comportementales. Voilà, sans rentrer de manière nominative, Monsieur Dupont, il est comme ci, comme ça, mais en fait, on a des clusters qui permettent aux industriels aussi de repenser les besoins et les usages de manière un peu plus fine et précise. Et après, sur la partie bécane, de toute façon, plus le temps va avancer, plus les machines seront connectées. Et là, sur la partie IoT, en plus, on aura la possibilité de contrôler la bonne utilisation, parce que s'assurer que la machine n'est pas surchargée, en fait, ça, c'est plutôt un sujet de machines connectées. Donc, sur les machines non connectées, c'est plus compliqué. Par contre, sur la partie pure entretien, il faut changer le filtre. Est-ce que vous l'avez bien fait? Oui, c'est fait. OK, tac, c'est notifié dans le carnet d'entretien, slash DDP. Là, c'est pas obligatoire d'avoir une machine connectée pour pouvoir travailler là-dessus. Euh, J'ai envie de revenir un petit peu sur le consommateur. On sait que ce genre de modèle a un peu de mal à se développer. Il a été mentionné dans le commentaire ce que fait enfin, ce que fait Bosch avec Blue Movement ou Salema, etc. Quelle serait pour vous la clé qui permettrait de convaincre le consommateur d'y aller? Parce que lui, il fait un calcul basique, je paye tant par mois, ça me coûte tant, je divise et il ne prend pas en compte ni le financement, ni les pannes éventuelles, etc. C'est quoi, d'après vous, la clé pour Mais enlever... ce que je disais tout à l'heure. Du coup, je vais, enfin, peut-être un peu différemment. En fait, Ouais. c'est aujourd'hui, la question, c'est pourquoi ça apprend pas? Mm. Parce qu'en fait, les offres sont financiarisées. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, la grande majorité des offres qui peuvent être portées par des distributeurs, hormis effectivement l'exemple en fait de Bosch dont tu as parlé tout à l'heure, euh, le distributeur va porter le stock. Ok. Et donc, à partir du moment où il porte le stock, lui, ce qu'il cherche, c'est à rentabiliser le plus Mm. rapidement possible en fait son offre de location. Donc, voilà, si je te donne en fait un exemple, tu le sais, enfin, tu fais le calcul, tu te retrouves en fait avec des offres qui coûtent 50 à 60% plus cher que l'achat, avec une couverture servicielle qui est ISO à l'achat. Donc, du coup, à un moment donné, ça ne marche pas. C'est un crédit à la consommation qui est déguisé en fait en location. Et c'est là où, en rentrant en fait dans une coopération de proximité en fait avec des industriels et en travaillant sur des modèles beaucoup plus longue durée avec un service qui est au service de la rentabilité économique du modèle, donc qui ne doit pas être supporté en fait par l'utilisateur, que tu vas être en capacité à un moment donné en fait de craquer la question du prix. Et à partir du moment où tu as un bon produit avec le bon service, le tout à un prix qui est identique à l'achat mais avec une couverture servicielle qui est premium, on est en droit d'espérer à un moment donné que l'utilisateur sera plus enclin en fait à dire OK, Mm. je vais louer ma machine à laver plutôt que de l'acheter, puisqu'en fait ça me revient pas plus cher, voire même, enfin ça me revient pareil, mais avec encore plus de services. Donc en fait, Mm. Et quand c'est même, juste pour le prix. ouais, et puis peut-être d'autres trucs plus marketing, mais nous, quand on a lancé avec déjà un prix pas mal sur une machine brand de qualité à un bon prix, en vrai, en tout cas sur nos tests marketing, ça marchait bien. C'est-à-dire que sur la métrique d'acquisition client et de coût d'acquisition client, ça marche hyper bien. Donc après, c'est une question de, oui, aussi profondeur de marché, temporalité de quel objectif on se donne sur 2 ans, 3 ans, 5 ans, 20 ans, comment on survit dans ce temps-là avec nos valeurs
le temps que le marché bascule. Donc il y a plein d'inconnus. Mais bah, ouais, nous on l'a vu avec pas beaucoup de marketing, ça marche, hein. Ouais, et Et, le euh, prix et le prix est aujourd'hui, une composante du marketing, hein, qui plus est, hein, de toute façon. Donc, c'est une vraie oui, oui. composante Et puis marketing. aujourd'hui, il y a quand même 2 millions de familles en France qui payent 20 balles par mois à Darty pour avoir du service, mais pas de machine. Donc, Ouais, ouais. cette assurance, cette réassurance, elle a une valeur. Et j'ai envie de dire que ces business models, je les trouve particulièrement pertinents sur cette notion de risque. C'est-à-dire aujourd'hui, celui qui supporte le risque, c'est le consommateur. Et là, on est en train de remonter les risques, bah, soit à Homecycle, soit même aux fabricants. Donc, on a vraiment une responsabilisation enfin, on va dans cette direction de dire, bah, moi, je suis producteur et je reste responsable de ça et je supporte le risque. Et je pense que le consommateur, alors pas demain, mais va petit à petit rentrer dans cette attitude-là de se dire, bah, c'est pas à moi de supporter les risques, quoi. Donc, on est là-dedans. Ouais, non, Et mais moi, ça, je trouve c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que regarde, tu vois, en fait, à un moment donné, dans ces offres d'abonnement où, en fait, on te permet, en fait, moyennant X euros par mois, en fait, de faire réparer tes produits, sur le papier, c'est intéressant, mais tu as raison, on déplace la responsabilité de la malfaçon ou de la mauvaise conception, en fait, sur l'utilisateur. C'est-à-dire que c'est encore à lui de payer Mm, pour pouvoir faire réparer, en fait, des machines qui, initialement, ont été mal conçues. Tu vois. mm, mm. Donc, mais en fait, ce qui est aussi intéressant dans le modèle, c'est que le partage aussi, il y a aussi un partage du risque qui se fait quand même en fait avec l'utilisateur, parce que ce que je t'explique tout à l'heure en disant, il faut de responsabilité toi en tant qu'utilisateur. Si tu fais bien l'entretien, ceci, cela, bah, il y a un moment donné, ça va limiter le risque de panne. Nous, on va gagner plus d'argent et on va te le rétrocéder. Et c'est là où le modèle de coopération prend tout son sens. Et chaque personne est impliquée à un moment donné et trouve sa place et son rôle pour une viabilité économique et environnementale qui est poussée à son paroxysme, même si on n'a pas de boule de cristal, mais en tout cas, c'est le sujet, quoi. Quelle belle conclusion! Ouais, bah bravo pour cette belle conclusion et on voit bien le ciseau de temporalité dans lequel on est là, mais il se passe plein de choses. Vous êtes en train de justement faire cette V2 avec plein de partenariats, donc on a vraiment hâte de voir bah, ce que vous nous préparez, j'ai envie de dire. En tout cas, merci pour votre ben, franchise dans nos échanges et votre transparence sur tous les sujets qu'on a abordés ensemble. C'était hyper riche. Il y a plein en tout cas, de messages de soutien et de conviction dans le chat. Donc, merci à vous d'avoir été là, de nous avoir partagé tout ça et on suivra avec grande attention les prochains mois d'Upcycle. cool. Merci Et puis beaucoup à merci à vous. la fresque pour tout le taf autour de faire parler de ça. La campagne récente, franchement, c'était canon. On est Voilà. ensemble, pas de Donc souci. voilà, et Anne-France, un merci particulier pour tout depuis le début. Une belle journée à tous. Bonne Merci, journée, au merci. revoir.